canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Y considérez bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content pour plusieurs raisons, parce que déjà on va parler d'un acteur et c'est tellement rare et c'est important. Et puis parce que je renoue le dialogue avec Dominique Legrand qui était venu il y a quelques mois de cela pour nous parler d'un livre qu'il avait écrit sur ce cinéaste britannique Nicholas Roeg. Et il est là parce que ça, Michael Douglas, un acteur au travail, et c'est édité chez Entremise et je suis très content donc qu'on puisse parler de cet acteur et je remercie aussi bien évidemment Entremise voilà, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. On se tutoie parce qu'on se connaît un petit peu. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va très bien. Ça va, et toi? Bah écoute, il faut avouer que cette émission a été dure à faire, non pas à cause de Dominique, mais plutôt à cause de moi. Je raconterai pas les coulisses, mais c'était juste, je souligne la grande patience et bienveillance de mon invité. Voilà. Non, mais c'est normal, normal, il n'y a pas de souci. Allez, on commence d'emblée. Là, pour le coup, je pense que la première question est tout à fait légitime. Cet acteur, ce Michael Douglas, parce que tu le dis dès le début du livre, dans ton histoire du cinéma, est-ce qu'il a une importance considérable? Alors, pour être très honnête, ça n'a pas été l'acteur de mon enfance. C'est ça qui est amusant. C'est que si j'avais fait un livre sur l'acteur de mon enfance, j'aurais fait un livre sur Charlton Heston. Parce que Charlton Heston, c'était vraiment l'acteur de mon enfance. Bon, moi, je suis né en 63, donc on peut dire que Charlton Heston, sa période, ses années d'or, sa décennie d'or, c'est les années 70. C'est là où il fera peut-être parmi ses plus grands succès, en tout cas les plus récents et les derniers dans sa filmographie. Et à l'époque, bon bah moi je suis un jeune adolescent et je m'identifie totalement à Charlton Heston. Enfin, sans m'identifier, j'adore ses films et c'est vraiment l'acteur de mon enfance. Le premier souvenir que j'ai de Michael Douglas, c'est un souvenir de télévision, hein, comme beaucoup de gens de ma génération. En fait, moi j'ai découvert Michael Douglas à la télé, dans une série qui est devenue une série très populaire, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, qui était Les Rues de San Francisco. Donc pour moi, c'est déjà un acteur de télé avant d'être un acteur de cinéma. Et comme je suis assez petit à l'époque, en fait, je connais plus Michael Douglas que Kirk Douglas. Ça peut paraître paradoxal, mais je découvre plus les Douglas par le fils que par le père. Après, bien sûr, je vais découvrir la filmographie de Kirk Douglas, bon, à travers Spartacus, 20 milieux sous les mers, les Vikings, enfin des tas de films. Mais à l'origine, c'est plus pour moi l'acteur des rues de San Francisco. Voilà, c'est. Mais qu'est-ce qui fait que voilà, c'est vrai que tu étais gosse, mais maintenant avec le recul et puis parce qu'il y a aussi le livre, est-ce que tu te souviens peut-être de ce qui t'intéressait dans son jeu d'acteur, et ce qui t'a encore plus intéressé par la suite? Alors, ce qui m'intéressait, c'était je dirais son énergie. D'ailleurs, j'en parle dans le roman, j'allais dire, dans le livre. C'est que pour moi, c'est un acteur qui a toujours été en mouvement. Et je m'en suis aperçu très tard, en fait. Même dans ses premiers rôles, qui sont pas avant qu'il devienne vraiment un acteur très important, pour ne pas dire une star. Ses premiers rôles, c'est-à-dire Le Syndrome chinois, Mort suspecte, Le Vainqueur. Alors, Le Vainqueur, c'est forcément un film sur le mouvement, puisqu'il joue le rôle d'un homme qui va tenter de disputer le marathon. Et donc, ça a toujours été quelqu'un qui était vraiment dans l'énergie. Et justement, la rupture, c'était Wall Street, où il interprète vraiment ce personnage qui est pratiquement, qui est pas en mouvement, qui est vraiment une rupture un peu dans son jeu d'acteur. D'ailleurs, c'est presque étonnant parce qu'il ne devait pas d'ailleurs interpréter Wall Street. Hein. C'était vraiment, au départ, c'était pas le premier choix de Oliver Stone. Hein. C'était même le dernier. C'est ça qui était amusant, c'est qu'il l'a pris vraiment au dernier sur la liste parce que tout le monde avait refusé avant. C'est souvent comme ça d'ailleurs à Hollywood. C'est vrai que l'histoire du cinéma est remplie
d'anecdotes comme ça. Et donc, tout le monde avait presque dissuadé Oliver Stone de prendre Michael Douglas, en lui disant, tu verras, c'est pas un super acteur et il sait pas forcément bien jouer. En fait, c'est amusant, c'est qu'il a terminé avec l'Oscar du film, l'Oscar pour le rôle. Mais voilà, je dirais que ce qui m'a toujours intrigué, alors il y a plusieurs choses. Il y a le mouvement et puis il y a cette énergie qui est presque une énergie sensuelle, voire sexuelle d'ailleurs, ce qui est assez rare pour un acteur à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui a confié ces rôles un petit peu audacieux qu'on n'aurait pas forcément proposé à quelqu'un d'autre. Voilà, des rôles comme Liaison fatale ou Basic Instinct. Il se les a appropriés d'ailleurs. Hein. Mais il y a ce côté qui est à la fois viril, parce que bon voilà, on n'en disconvient pas que c'est un homme et il agit comme un homme, mais en même temps très fragile et vulnérable. Et c'est ça qui m'a toujours intrigué chez lui. Tu as évoqué Kirk Douglas et puis tu as évoqué aussi le fait que des gens avaient dissuadé Oliver Stone de le prendre comme pour jouer le rôle de, je crois que c'est Gordon Gekko. C'est Gordon Gekko, oui. Gekko. J'aimerais bien que tu nous parles de ça, ce rapport au jeu, parce qu'il y a une anecdote que tu racontes dans le bouquin où Kirk Douglas fait irruption lors d'une représentation théâtrale de son fils. C'était pas prévu. Et si je me souviens bien, il le trouve pas forcément bon en tant qu'acteur. Et c'est là où je voudrais en venir, c'est que c'est vrai que lorsqu'on le voit jouer, même jusqu'à aujourd'hui, il a un phrasé qui est vraiment très très atypique. On a l'impression qu'il récite, qu'il articule bien comme il faut, qu'il récite son texte, et en même temps, tu nous expliques dans le livre que c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est ce qui fait qu'un acteur important. Donc, cette relation avec le père, est-ce qu'il faut en parler parce que c'est important et ça a donné beaucoup de choses, et puis surtout ce rapport, ce jeu qu'il a. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, c'était le premier livre que j'écrivais sur un acteur. Et j'ai toujours trouvé que c'était plus facile d'écrire sur un réalisateur parce qu'on s'appuie sur une mise en scène, sur des décors, sur de la lumière, sur une façon de filmer. Et c'est pas facile de d'écrire sur le jeu d'une comédienne ou d'un comédien. C'est vrai que c'est pas facile, surtout qu'une comédienne ou un comédien, on a un rapport particulier avec. Pourquoi je l'explique d'ailleurs au début du livre, pourquoi on aime telle comédienne ou tel comédien, on ne sait pas toujours l'expliquer d'ailleurs. Hein. C'est un rapport un petit peu étrange, un petit peu surréaliste parfois, presque un peu intime. Il fait partie de notre sphère et on ne sait pas toujours l'expliquer. Alors effectivement, je raconte cette anecdote où bon, Michael Douglas a grandi donc bien sûr forcément en voyant son père tourner. Alors, c'est ça qui est assez beau, c'est que bon, c'était une famille recomposée. Hein, c'est-à-dire que Kirk Douglas a eu 4 enfants, 4 fils, hein, 2 fils avec sa première femme et 2 fils avec la seconde. Michael Douglas, c'est un de ses 2 premiers fils. Et c'est vrai que quand il s'est séparé, Kirk Douglas, de sa première femme, Michael Douglas était encore très jeune, mais alors forcément, il était éloigné de son père pendant les tournages, mais son père le prenait le plus possible, l'invitait sur les tournages, venait le voir et il ne s'est jamais vraiment séparé de ses enfants. C'est-à-dire qu'il a toujours amené ses enfants sur les tournages, enfin, il les invitait pendant les périodes de vacances, il les faisait venir sur les tournages. Et donc, Michael Douglas a vu son père travailler. Et c'est vrai qu'il a eu la conscience assez rapidement que c'était le cinéma, c'était pas forcément de la magie. C'est vrai qu'il voyait son père interpréter un viking, un soldat. Bon, il disait, ah voilà, c'est ça finalement, ce métier, c'est faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Bon. Mais en même temps, il se rendait bien compte que c'était un travail. On n'arrive pas... Voilà, l'interprétation, c'est quelque chose qui résulte d'un enseignement, d'un travail, un travail au quotidien, vraiment un travail de fond. Et quand lui a eu l'envie de faire ce propre métier, bon, il a suivi un cursus normal à l'université avec des cours d'art dramatique.
des cours d'art théâtral. Et puis un jour, son père, effectivement, est venu le voir à l'issue pour une représentation. Et c'est vrai qu'il ne l'a pas trouvé bon. Alors, c'est là où Kirk Douglas est très très bien dans son jugement. C'est-à-dire que Kirk Douglas, à l'époque, c'est plus qu'une star, hein, c'est une légende à Hollywood. Hein. Et il y a beaucoup de pères qui, avec ce statut, auraient pu dire à leur fils non, c'est pas fait pour toi, laisse-moi la place, c'est moi l'acteur. Toi, tu peux essayer d'être acteur, mais tu n'y arriveras pas. Il y en a qui l'auraient fait, sans doute. Et lui, il a eu cette délicatesse, en fait, en même temps, cette bonté de père, cette bienveillance et puis cette clairvoyance de dire à son fils, voilà, c'est pas encore bon, c'est pas encore ça, mais si tu travailles, tu peux y arriver. Parce que c'est un métier où il faut beaucoup travailler. Donc c'est pour ça que j'ai même appelé le livre Un acteur au travail, parce que j'ai l'impression que finalement, Michael Douglas, toute sa carrière, il n'a cessé de vouloir travailler, de vouloir s'améliorer, de vouloir parfaire cet art de la comédie, hein, de l'art dramatique, et essayer même des choses un petit peu différentes, un petit peu. Il a souvent changé de voix, ne pas se laisser enfermer dans un registre, pour tenter des choses nouvelles à chaque fois. Donc j'ai vraiment le sentiment d'un travail. Oui. Alors dans le livre, tu expliques aussi que il pouvait y avoir une espèce de confusion parce qu'il s'est fait. Alors il y a eu les rues de San Francisco, il s'est fait connaître, mais lui il voulait jouer vraiment aussi dans un film de cinéma, et puis il s'est d'abord fait bien connaître en tant que producteur. Oui. Et là encore, il y a toujours un lien avec Kirk Douglas. Alors il y a toujours un lien avec Kirk Douglas parce que je vais essayer d'être très rapide, mais c'est vrai que il a été producteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et c'est vrai que... Alors ça, c'est juste après les rues de San Francisco. En fait, il essaye de percer au cinéma et puis ça marche pas. Voilà, il n'y arrive pas comme comédien de cinéma. Et puis c'est vrai que les rues de San Francisco a duré longtemps. Hein, ça a été 3-4 saisons. Donc à l'époque, on ne disait pas des saisons. À l'époque, on disait des années. Enfin bon, maintenant on dit une saison. Mais ça a duré quand même plusieurs années. Il était populaire. Hein, il était vraiment devenu un acteur populaire de télé. Et un bon acteur, enfin qui correspondait vraiment au rôle, bien épaulé par Carl Malden, qui était un peu son tuteur, qui est amusant parce que Carl Malden avait bien connu son père, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'il y avait une amitié entre Carl Malden et son père, et Michael Douglas a toujours dit que ça avait été un formidable professeur pendant les quelques années où ils ont tourné cette série. Et donc, à la suite de ça, il veut être acteur de cinéma, mais ça marche pas tout de suite. Et le hasard va l'amener à devenir producteur justement de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors l'anecdote, elle est assez simple, c'est que son père avait lu le livre Vol au-dessus d'un nid de coucou, le roman, le récit. Il en a acheté les droits. Il a trouvé le livre formidable. Il l'a interprété au théâtre. Et ça a été un échec. Ça n'a pas fonctionné au théâtre, ça n'a pas marché. Il avait le rôle que reprendra bien sûr après Jack Nicholson, mais ça marchait pas du tout. Donc il l'a rangé dans un tiroir et il s'est dit bon, peut-être qu'un jour on en fera un film. Et puis il a essayé d'en faire un film. Et un jour, au cours d'un de ses voyages en Europe, il passe par la Tchécoslovaquie. Et il rencontre Milos Forman, qui était un jeune réalisateur tchèque à l'époque, hein, qui avait fait 2-3 films en Tchécoslovaquie. Et bon, c'était à l'époque où la Tchécoslovaquie était encore sous le joug soviétique. Et il discute avec Milos Forman, il lui parle du projet de Vol au-dessus d'un nid de coucou, et Milos Forman lui dit « Ah ben c'est formidable, j'aimerais bien le lire ». Et Kirk Douglas n'avait pas l'exemplaire sur lui. Alors il lui dit bah, « Écoutez, une fois que je serai revenu aux États-Unis, je vous envoie le livre ». Alors, il lui envoie le livre, et puis le livre n'arrive jamais entre les mains de Milos Forman. Bon, alors ça, c'est très curieux, il ne le reçoit pas, mais bon, à l'époque, il y avait quand même une censure qui faisait que tout ce qui venait des États-Unis était un peu regardé à la loupe, donc il n'a pas le livre, et finalement, le temps passe, et puis on oublie cette histoire de livre de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et au moment où le printemps de Prague arrive, et où se libère la Tchécoslovaquie, Milos Forman va partir aux États-Unis. Il a des projets. Il commence à tourner un premier film qui s'appelle Taking Off, je crois, aux États-Unis. Et puis à ce moment-là, il va rencontrer Kirk Douglas.
Et Kirk Douglas va lui donner le livre en main propre. Sauf que Kirk Douglas, à l'époque, est trop vieux pour jouer. Le temps est passé, il est plus assez jeune pour jouer le rôle qui sera tenu par Nicholson. Et donc, il dit à son fils, ben tiens, justement, si tu veux produire un film, tu peux produire celui-là dans lequel je devais jouer. Et donc, Michael Douglas va se retrouver producteur de Vol au-dessus d'un coucou. Et le film va avoir un succès considérable et surtout rafler 5 Oscars, qui sont les 5 Oscars principaux, hein, qui ont été raflés par 3 films. Hein. Il y a eu New York, Miami, si mes souvenirs sont bons. Il y a eu Le silence des agneaux et Vol au-dessus d'un coucou qui ont raflé ces 5 Oscars importants, c'est-à-dire meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur film, voilà, le concentré, meilleure actrice. Et donc, d'un seul coup, Michael Douglas va se retrouver enfermé dans une nouvelle case qui est celle de producteur. Sauf que c'est toujours pas ce qu'il veut faire, il veut être acteur de cinéma. Et voilà, il sent le piège se refermer, et il va vite s'en dégager d'ailleurs. Et ça sera quoi le déclic? Parce que là, pour le coup, le déclic en question, il est lié au mouvement, là, pour le coup. Oui, alors le déclic, alors il y a encore quelques films de... voilà, je pensais par exemple au Vainqueur, qui est ce film, mais le déclic, c'est la comédie. C'est bien sûr, c'est La poursuite du diamant vert. Donc là, on est dans les années 85-86, c'est La poursuite du diamant vert, Le diamant du Nil, parce que La poursuite du diamant vert est un gros succès, hein, tourné par Zemeckis, qui devait faire aussi Le diamant du Nil, mais qui est pris sur un autre projet. Et le projet sur lequel il est pris, c'est le projet de Retour vers le futur. Donc, il peut pas accepter le tournage du Diamant du Nil. Du coup, c'est Lewis Teague, qui est un bon réalisateur aussi, qui fera Cujo par la suite, qui va tourner Le Diamant du Nil. Et c'est vrai que là, d'un seul coup, il devient un acteur de comédie. D'ailleurs, c'est une comédie d'action, mais c'est quand même une comédie. Un bon acteur de comédie. Un registre d'ailleurs dans lequel il n'est pas allé souvent, Michael Douglas. Et d'un seul coup, il voit un autre piège se refermer, c'est celui de devenir un acteur de comédie. Et donc, il va essayer de tout faire pour faire autre chose. Et c'est là qu'arrive l'année 87. C'est ça. Mais j'aimerais bien lire un extrait avant qu'on parle de cette fameuse année. C'est page 53. Oui, vous écrivez donc car tous les futurs rôles de Michael Douglas ne seraient-ils pas d'ailleurs la représentation de cette dépense d'énergie? Qu'il s'agisse de films d'aventure ou de comédies, de thrillers ou de drames sociaux, tous les hommes qu'il incarne ne sont-ils pas en quête d'un contrôle leur permettant de maîtriser toute cette énergie sortant de leur corps? Même Gordon Gekko, le mania tout-puissant de Wall Street, ce dieu de la finance au sommet de sa tour d'ivoire, ne cherche-t-il pas finalement à canaliser ce mouvement qui circule en lui, ne demande qu'à sortir? Et ce début des années 80, c'est l'énergie qui va imprimer sa marque pour la décennie à venir, et Michael Douglas va en bénéficier en surfant sur cette vague. Je trouvais que c'était intéressant cette manière que vous avez d'installer la transition entre ce qu'il a fait avant et ce qu'il va faire plus tard avec l'année 87. Oui, bah, y a toujours cette énergie qui est en embuscade, et effectivement dans Wall Street, il va la canaliser, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il est filmé, il est dans sa tour d'ivoire, dans son bureau, où il est dans sa limousine, voilà, il est enfermé. Alors c'est formidable parce que c'est un acteur qui déborde d'énergie, qui sort de ces deux comédies qui sont vraiment où il n'arrête pas de bouger, il prend un avion, il prend une voiture, enfin il est toujours en mouvement. Et d'un seul coup, Oliver Stone dit on va l'enfermer, quoi, comme si c'était une sorte d'animal qu'il faut canaliser. Et d'ailleurs, c'est amusant de l'avoir appelé Gecko, parce que c'est ce fameux lézard qui grimpe au mur avec des pattes adhérentes. Donc il est voilà, il va devenir d'un seul coup cet animal qui est enfermé. Et donc c'est toute cette énergie, elle est mentale du coup. C'est vraiment un film d'action. Et c'est ça qui est amusant, c'est que quand Oliver Stone fait Wall Street, il le fait juste après Platoon. Et c'est vrai qu'il le fait après un film qui est un film de guerre, un film d'action, un film de mouvement, et puis un film personnel aussi, parce qu'il a fait le Vietnam. Oliver Stone, on peut dire que c'est un des rares réalisateurs, surtout les réalisateurs qui ont traité de la guerre du Vietnam, c'est peut-être le seul
qu'il l'a vraiment faite. Hein. Donc il y est allé. L'histoire de Platoon est un peu autobiographique, il a vraiment été pris entre deux sergents, un qui était plutôt sympa avec lui, l'autre qui l'a beaucoup malmené. Et donc, juste après, il va faire Wall Street, qui est aussi un film personnel, parce que le père de Wall Street était courtier en bourse. Hein, donc, c'est un domaine qu'il connaissait bien. Et c'est vrai qu'il le filme comme un film d'action. Hein, alors là, on n'est plus dans la jungle vietnamienne, on est à Wall Street, mais effectivement, quand il filme cette espèce d'effervescence devant les écrans, devant la bourse, devant les chiffres, avec la vitesse, avec le montage, il filme ça vraiment comme un film d'action. Et paradoxalement, quand il filme Michael Douglas, il le filme vraiment quasiment statique. Donc, ce qui est important de voir chez Douglas à ce moment-là, c'est ses phrases. C'est ce phrasé dont tu parlais tout à l'heure, d'ailleurs, qui est un peu étrange, qui est une sorte de diction un peu étrange, avec ces phrases qui sont devenues célèbres, l'avidité c'est bien, la fameuse phrase où il dit si tu veux un ami, achète-toi un chien. Enfin, c'est terrible parce qu'il dit des choses absolument abominables, mais avec beaucoup de cynisme et de calme. Hein. Donc c'est vraiment un personnage qui est là pour le coup plus du tout en mouvement, mais dans la diction. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il va accepter des rôles encore plus éprouvants, il va beaucoup plus expérimenter, comme dans Liaison fatale ou Basic Instinct? Selon toi, pourquoi? Est-ce que c'était là pour le coup les fameux rôles qu'il attendait au cinéma? Alors ça c'est étonnant parce que bon, il y a plusieurs choses chez un comédien, il y a sa propre personnalité. Bon, c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir ce que joue un comédien et il joue avec ce qu'il est avant, ce qu'il est avec sa philosophie, avec son mental, avec là d'où il vient. Alors, c'est sûr qu'il a envie de choses nouvelles. Quand il attaque Liaison fatale, bon, en fait, il a envie de projets qui vont vraiment l'année 87 va le servir majestueusement bien, parce qu'il y a Liaison fatale et dans la foulée Wall Street, ou l'un derrière l'autre, je ne me souviens plus dans quel ordre, mais ils sortent la même année. Et bon, c'est vrai que c'est deux grands rôles qu'il attendait depuis des années, pas forcément Wall Street, qui est arrivé un peu par hasard, parce qu'on lui a proposé un peu par hasard, mais Liaison fatale, c'est vraiment un sujet qu'il attendait depuis très très longtemps, pas forcément ce sujet-là, mais un sujet qui deviendrait, qui serait important dans sa carrière. Et c'est vrai que quand Adrian Lyne a été contacté, et puis que le projet a commencé à se mettre en place, qui est au début un scénario de James Dearden, donc un réalisateur britannique, donc, qui avait fait un film, un moyen-métrage, un court-métrage un peu sur le même thème, que d'un seul coup, la productrice, le producteur ont fait développer. Et pour le confier à Adrian Lyne, tout de suite, c'est arrivé entre les mains de Michael Douglas, qui a tout de suite senti le potentiel d'un tel rôle. Alors, il y a quelque chose je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant chez lui, c'était le fait de jouer un homme qui soit pas totalement respectable. Parce que c'est ça qui est assez formidable dans le film. Bon, il a le premier rôle du film. Bien sûr, en face, il y a Glenn Close, qui est un sacré pari, puisque personne ne voulait être Glenn Close. Hein, au départ, c'est pas du tout une actrice qui était pressentie. Et il a fallu qu'elle passe des essais, alors qu'elle aurait pu très bien se passer d'essais. Hein. On lui a fait passer des essais, donc une ou deux scènes en tête-à-tête avec Michael Douglas, où tout de suite il a compris que c'était vraiment l'actrice du film. Et il a besoin de ce rôle qui est un rôle d'un homme qui est, c'est quand même à l'origine, c'est quand même l'histoire d'un homme qui va tromper sa femme. Donc, bon, c'est un rôle assez négatif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va mettre le spectateur dans une drôle de situation, à la fois en faisant quelqu'un qui va le juger moralement, et en même temps en se présentant comme victime. Parce qu'il est à la fois victime de cette femme, bon, il est lui-même l'instrument de son problème, puisque voilà, il a une aventure avec une femme, sauf que cette femme, c'est une femme sensible, c'est une femme dont on comprend très vite qu'elle a des problèmes psychologiques, et c'est une femme qui veut vraiment s'accrocher à quelqu'un, voilà, pour l'aimer, qui a vraiment besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie, qui est extrêmement seule.
Et donc, ce que lui pouvait considérer comme une aventure d'un soir va se transformer finalement en un véritable problème. Et donc, ça fait de lui à la fois une victime de cette femme, et en même temps, une sorte de... Il est lui-même l'instrument de son propre malheur. Donc, ça le met dans une position ambiguë, et cette ambiguïté, finalement, elle va rejaillir dans la suite de la carrière, enfin dans les rôles qui vont étayer la suite de la carrière de Michael Douglas. Est-ce qu'on peut comprendre un petit peu aussi l'évolution de ce pays à travers certains rôles de Douglas? Il y a Liaison fatale, alors il y a Wall Street, ça je pense que c'est logique. Un peu plus loin, il y aura Basic Instinct, et il y a surtout Chute libre. Alors là, pour le coup, on est même dans le noyau de cette société américaine. Est-ce que il y a d'autres acteurs et actrices aussi, quand on voit leur rôle dans les années 80 et 90, on peut peut-être dessiner une espèce de carte de l'évolution de la société américaine. Mais j'ai l'impression que chez Douglas, il y avait aussi, comment dire, que c'était délibéré aussi de sa part, que c'est un geste politique en fait. Oui, je pense qu'il y a une implication sociale, comme a pu l'avoir d'ailleurs son père dans certains rôles. Je pense à des films comme L'Arrangement, comme Le Gouffre aux chimères, par exemple, de Billy Wilder, qui est vraiment un très très beau film avec Kirk Douglas. Seuls sont les indomptés. Enfin, il y a des films qui sont vraiment comment le film de Kubrick, Les Sentiers de la Gloire. Bon, on sent bien. Je pense que son père était un acteur engagé, mine de rien. Peut-être pas dans tous ses rôles. Il y a beaucoup de rôles où il est finalement, voilà, il y est allé. Je ne suis pas certain que d'autres acteurs y seraient allés aussi. Donc lui a choisi ses rôles un peu engagés. Et c'est vrai que j'ai l'impression que chez Michael Douglas, il y a quand même dès le début une conscience un peu politique. Même dans les films qui fait à ses tout débuts, comme Mort suspecte, qui raconte une sorte de scandale dans un hôpital, le syndrome chinois, qui est une sorte de menace nucléaire importante à l'époque, qui a été vraiment en plus, qui est arrivé au même moment d'un fait divers qui aurait pu être dramatique là pour le coup. Il y a vraiment quelque chose... oui, comme s'il prenait en fait un peu la température de la société à travers ses films. Alors il y a Liaison fatale, oui. Liaison fatale a été un film, un des plus gros succès des années 87, et qui était presque devenu un phénomène de, pas de société, mais de discussion aux États-Unis, dans toutes les soirées, à l'époque où le film est sorti. Tout le monde discutait pour savoir si Douglas, enfin le personnage de Michael Douglas est finalement voilà, un être respectable ou pas. Bon, et c'est vrai que Basic Instinct, c'est le même type de rôle. C'est-à-dire qu'il joue effectivement un flic voilà, qui a des addictions. Addiction à la drogue, addiction au sexe, qui vont finalement l'empêcher d'être clairvoyant dans son enquête. Après, il y a harcèlement aussi. Harcèlement qui apparaît un petit peu qui est dans la foulée de Basic Instinct, mais qui est aussi qui est un peu le témoignage de l'époque, mais un film assez en avance sur son temps, mine de rien, parce que on est dans les années, on est au milieu des années 90, à peu près. Et ça part d'un fait divers. Alors c'est un roman de Michael Crichton, mais le roman de Michael Crichton, donc l'auteur de Jurassic Park entre autres, de plein d'autres romans, part d'un fait divers, celui d'un homme qui, dans les années 80-90, a porté plainte dans sa boîte où il travaillait contre ses supérieurs pour harcèlement sexuel. Alors ça peut surprendre tout le monde, surtout à une époque qui est une époque MeToo, voilà, et surtout arrivant après des choses comme des personnages comme Weinstein et tout ça, ça peut paraître incongru qu'un homme porte plainte pour harcèlement. Et pourtant, c'est vrai. Et le film est assez intéressant, déjà d'une part parce que Michael Douglas est montré sous un jour qui n'est pas du tout un jour... il est un peu en retrait, il est un peu
c'est pas un personnage qui occupe l'espace. Il est un petit peu, voilà, il est un petit peu malmené dans le film. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que cet homme-là, effectivement, bon, bah, succombe au charme de sa supérieure. Bon, on comprend après qu'il y a une histoire de malversation professionnelle, d'espionnage industriel. Bon, ça c'est pour le côté thriller. Mais il va succomber un soir dans le cadre professionnel dans son bureau au charme de sa supérieure. Et finalement, il va vivre ce moment ni plus ni moins comme un viol. Et il va porter plainte auprès d'une avocate. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire, d'ailleurs. Il a porté plainte auprès d'une avocate et il s'est retourné contre sa supérieure. Alors, la difficulté, effectivement, c'était de prouver est-ce qu'un homme peut être en situation de harcèlement sexuel, de subir un harcèlement sexuel. Ce qui est pas facile, même, on peut dire physiologiquement parlant. Mais lui explique que psychologiquement, il l'a vécu comme ça. Et son avocate lui dit, vous savez, le harcèlement sexuel, c'est pas une histoire de sexe masculin ou sexe féminin, c'est une histoire de pouvoir. Et elle lui explique, c'est celui ou celle qui a le pouvoir qui peut harceler l'autre. Et c'est là où le film est assez subtil. Et finalement, Michael Douglas apparaît comme un personnage vulnérable, mais qui va retrouver sa dignité, finalement grâce à une avocate, grâce aussi à la compréhension de son épouse, parce que son épouse va, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il a le courage d'avouer à son épouse, voilà, bon, j'ai fait une faute, et son épouse va le soutenir dans cette démarche, ce qui est pas facile pour elle. Hein. Et c'est vrai que ce personnage apparaît un petit peu, voilà, un petit peu en retrait, quoi. Et dans Chute libre, effectivement, c'est vraiment un film qui est raccord un petit peu avec son époque. C'est l'histoire d'un homme qui, d'un seul coup, fait une dépression. Hein, ça me fait penser à l'arrangement de Kazan, en fait. C'est un petit peu la contrepartie violente de cette dépression de Kirk Douglas dans l'arrangement. Moi, je retrouve un petit peu dans Chute libre de Joel Schumacher, dont c'est peut-être d'ailleurs un des meilleurs rôles. Hein. Schumacher est un réalisateur un petit peu quand même, on va dire, un petit peu irrégulier, qui est allé un petit peu dans tous les sens, qui était un très bon metteur en scène, si on peut dire ce qu'on appelle un filmmaker, c'est-à-dire qu'il tournait très très vite, très bien, des sujets très différents, et puis parfois des plantages énormes, parfois des nanars. Les deux Batman qu'il a tournés sont quand même assez gratinés. Et puis alors des choses absolument sublimes, par exemple son adaptation du Fantôme de l'Opéra, qui est très étonnante. Alors là, c'est incroyable ce que tu dis, parce que un certain Vivien Lejeune qui est venu 2-3 fois sur la chaîne, qui est journaliste et écrivain, il a écrit deux bouquins, l'un sur Dune et l'autre sur Le Seigneur des Anneaux, et qui était invité dans une autre émission, et il avait vanté les qualités importantes de ce film. Cette adaptation du Fantôme de l'Opéra par Schumacher. Il était un peu seul contre tous. Et il leur expliquait par A plus B que non, que c'était... Et donc, je suis très content. Et vous êtes deux, c'est bien. Et c'était vraiment très réussi. Alors, ce qui est amusant, c'est que pour le Fantôme de l'Opéra, c'était l'auteur du Fantôme de l'Opéra, du livret, enfin de la musique. Hein, c'est Andrew Lloyd Webber, qui est une institution aux États-Unis, enfin en Angleterre. Quand on lui a demandé quel réalisateur il voulait pour cette adaptation, il a dit Joel Schumacher. Alors, tout le monde, personne s'attendait à ça. Et c'est vrai qu'il en a fait un film assez étonnant. Et pour revenir à Chute libre, c'est vrai que son film est complètement, alors là pour le coup, est complètement iconoclaste, complètement politiquement incorrect, hein, puisque c'est vraiment, voilà, c'est l'histoire on va dire d'un monstrueux pétage de plomb. Hein. C'est un homme qui a tout pour être heureux. Il a un boulot, mais peut-être un boulot qui lui satisfait pas. Et d'un seul coup, tout va partir en vrille en une journée. Alors, les plus gros travers les plus gros travers de la société vont ressortir à travers lui. C'est-à-dire la violence, l'accusation le problème des armes, le racisme aussi, hein, parce que la première de ces victimes, c'est un Coréen
voilà, dont il va ravager l'épicerie, si je me souviens bien. Et puis, voilà, il l'accuse en fait tout bêtement d'être venu aux États-Unis et d'avoir ouvert un petit commerce pour lequel ça marche bien, quoi. Voilà. Mm. Et donc, en fait, tous les maux, tous les travers de la société vont ressortir à travers ce personnage qui est un dépressif, hein, qui est en parallèle de ce flic dont c'est la dernière journée, qui est joué par ça va me revenir, j'ai un trou de mémoire. Pareil, j'ai un trou de mémoire aussi, c'est comme Robert ça. Duval. Voilà, Robert Duval. Immense acteur, donc qui va jouer ce flic qui part à la retraite et qui va être le seul d'ailleurs à comprendre très rapidement, parce qu'on ne peut pas identifier dans la ville, on ne sait pas qui c'est. La seule chose qu'on a retrouvée, c'est sa voiture, qui porte une plaque minéralogique assez étrange d'ailleurs, Defense, avec un numéro après, et qui est laissée au milieu d'une aire d'autoroute, d'une bretelle d'autoroute, donc qui va engendrer un monstrueux embouteillage. Et donc, il va très vite comprendre que ce personnage-là, c'est pas du tout un malfrat, c'est pas un tueur, c'est un type de la vie de tous les jours qui fait une dépression et qui peut être, parfois peut se tromper de colère, comme diraient des proches. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est ça exactement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 23 ans dans la carrière de Michael Douglas, c'est-à-dire donc le 21e siècle, comment cet acteur il l'a approché? Est-ce que progressivement, parce que vous citez une série qui est d'ailleurs vraiment qui est passionnante, qui est la méthode Kominsky, et voilà, et c'est ça. Et c'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce qui se passe pendant 23 et puis surtout, il est on l'a vu dans la franchise Marvel, The Ant-Man, mais avant ça, il a fait d'autres films au début du 21e siècle. Bref, comment ça se passe au niveau de son rapport au jeu? Est-ce qu'il a toujours aussi faim, comme on dit? Alors, je pense qu'il a toujours aussi faim. Par contre, je crois qu'il a conscience qu'il vieillit. Bon, comme nous tous, sauf que quand on a été un acteur qui a incarné l'énergie, qui a incarné l'énergie physique, voire l'énergie sexuelle même, et qu'on vieillit, bah voilà, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il en rit dans la méthode Kominsky. C'est une très très bonne série d'ailleurs, mais il s'en joue. Hein, quand il explique qu'il a des problèmes de prostate et tout ça, c'est amusant de se remémorer Michael Douglas à l'époque de Basic Instinct ou de Liaison Fatale, donc 40 ans plus tôt. Et là, il explique que son corps, bah voilà, son corps ne suit plus, même si lui, il a toujours le mental, s'il a toujours envie de séduire, s'il a toujours envie d'aimer, bah le corps, il est vieillissant et le corps, il est toujours un peu à la traîne. Et donc, ce qui s'est passé, on va dire à la fin des années 90, début 2000, c'est que ces rôles-là arrivent moins. C'est des rôles plus cérébraux, si on peut dire. Alors, il y a encore quelques thrillers, parce que c'est quand même un petit peu son fond de commerce, si on peut dire. Voilà, le thriller, depuis un des premiers qui s'appelle La Nuit des Juges, qui est vraiment un très très bon film de Peter Iams. Et puis, bon, bien sûr, il y a Liaison Fatale, qui est une sorte de thriller aussi. Voilà, mais bon, il y a aussi The Game, qui arrive dans les années 95. Oui. Ça, j'ai oublié d'en parler. Oui, c'est vrai, vous en parlez très bien dans le bouquin, mais c'est vrai que j'ai oublié The Game, qui fait partie aussi des années 90, c'est un rôle intéressant. Oui, alors il y a The Game, il y a Meurtre Parfait, il y a Pas un mot, qui est un très très bon scénario d'ailleurs. Et c'est vrai que le schéma, le profil de Michael Douglas est toujours un peu le même. C'est un homme de pouvoir, alors qu'il soit par exemple psychiatre dans Pas un mot, qu'il soit un homme d'affaires dans Meurtre Parfait, un homme d'affaires aussi dans The Game, hein, qui a la tête d'un héritage énorme, dont le père s'est suicidé. C'est très étrange, The Game, pardon de t'interrompre, parce que c'est lié aussi à la famille, avec un frère, très... Oui. Ouais, oui, il y a quelque chose de très très proche. Il y a quelque chose qui est très beau et très proche en même temps. Oui, Fincher avait su déceler ça, et voilà, c'est vrai qu'il y a des liens entre le film et entre la vie de Michael Douglas, qui a perdu un frère d'ailleurs. Hein.
s'appelait Joey Douglas, qui est mort à la suite d'overdose, hein, donc c'était assez terrible. Donc il y a encore des choses comme ça qui vont arriver. Il y a un très beau rôle, c'est Trafic de Soderbergh, où il joue un juge qui s'appelle juge Wakefield, Robert Wakefield, qui a été choisi en fait par les autorités, par le gouvernement pour combattre la drogue, qui est une sorte de monsieur anti-drogue, voilà. Mais malheureusement dont la propre fille est toxicomane. Donc il doit lutter contre la drogue alors que ce propre fléau s'est infiltré chez lui. Et il n'arrive pas à s'en dépatouiller, il n'arrive pas à se sortir de ce fléau. Donc il n'arrive pas à résoudre ce problème personnel et on lui demande de résoudre un problème national en fait. Et c'est un rôle très très émouvant, très très beau. Donc il y a encore quand même des choses qui vont arriver. Il y a un rôle qui est assez atypique, qui est un très joli rôle qui est dans Wonder Boys de Curtis Hanson, où il joue un écrivain qui a eu beaucoup de succès avec son premier roman et puis qui met des années à essayer d'en pondre un deuxième, qui fait un professeur de littérature et d'écriture aussi, et qui a plein de problèmes personnels. Et là, on voit tout le potentiel d'ailleurs assez délicat, de comédie, assez touchant, de difficultés de la vie, à essayer de contourner pour arriver à ses objectifs. Donc il y a encore des petites choses comme ça qui vont arriver, mais bon, c'est vrai que l'âge vieillissant, ça devient un petit peu Michael Douglas, ça devient un petit peu un acteur pas de légende comme son père, mais il s'en approche quand même. Et c'est vrai que là, quand on vient le récupérer dans une franchise comme Ant-Man, bon, c'est un peu la statue du commandeur, hein, c'est l'élément un peu officiel de la franchise, quoi. Et puis il y a cette très belle série qui arrive. Alors maintenant, c'est un acteur qui a presque 80 ans, hein, donc il est oui, il a 78 ans, donc il arrive. Il y a moins de rôles, ce qui est normal. Et puis il arrive un petit peu en fin de carrière et voilà, sa carrière est derrière lui. Donc c'est vrai que les 20 dernières années sont des années un petit peu de négociation d'un dernier virage, quoi, si on peut dire, avec quand même quelques beaux rôles quand même. Ouais, vous parliez de Wonder Boy, c'est vrai qu'il y a aussi cette espèce de comment je pourrais dire ça, parce que il n'y a pas de combat entre lui et le jeune écrivain d'ailleurs qui est incarné par l'acteur qui joue dans les Spider-Man, Tobey Maguire. Il y a même Robert Downey Jr. qui traîne comme ça en une espèce d'éditeur très impressionnant et impressionné aussi. Et là, c'est un film qui se termine en plus sur quelque chose de très apaisant, le rapport à la filiation, il y a tout cela. On sent que peut-être il est plus investi par autre chose maintenant de cette société américaine, de cette société. Oui, puis j'ai l'impression, comme on disait tout à l'heure, est-ce que Michael Douglas n'a pas été un miroir de la société à différentes époques de sa vie? C'est possible. Par exemple, quand il prend le rôle de Trafic, alors c'est ça qui est amusant, c'est qu'au départ, Soderbergh veut vraiment Michael Douglas. Donc il écrit ce rôle pour Michael Douglas. Enfin, ce rôle-là, il y a d'autres rôles importants dans le film, mais le rôle de ce juge, il pense vraiment à Michael Douglas. Donc il lui propose le rôle, et Michael Douglas n'est pas entièrement satisfait par le rôle. Il le trouve pas abouti. Voilà, c'est quand même un perfectionniste, hein. C'est comme tous ces grands acteurs américains, c'est vrai qu'ils font réécrire je ne sais combien de fois un scénario avant que ce soit vraiment parfait, calibré pour eux, jusqu'à ce qu'ils le sentent vraiment, quoi. Donc il trouve que le rôle est intéressant, mais il manque des choses. Bon, il le fait retravailler, et puis un moment, bon, ça traîne un peu. Il dit bon bah, le rôle m'intéresse plus. Il passe à autre chose. Donc voilà, Soderbergh essaye de monter Trafic et il va proposer le rôle à Harrison Ford. C'est ça qui est intéressant. Harrison Ford, ça l'emballe beaucoup, mais il trouve pas le rôle super abouti, le personnage super abouti. Comme quoi, il y a vraiment des défauts au départ qui ont été remarqués dans l'écriture du personnage. Et puis finalement, Harrison Ford le fait retravailler pour arriver finalement à quelque chose vraiment d'abouti. Et quand les scénaristes ont vraiment retravaillé, Soderbergh a retravaillé son rôle, il le ramène à Harrison Ford,
qui finalement n'est plus intéressé. Bon, il a changé d'idée, il est passé à autre chose, ça ne l'intéresse plus. Donc on repropose le rôle à Michael Douglas, mais là le rôle a été extrêmement retravaillé entre-temps. Et quand Michael Douglas voit le rôle arriver, il dit bah voilà, là c'est parfait, là ça me convient, je le prends. Donc inconsciemment, ils doivent travailler pour Michael Douglas. C'est pas mal, quoi. Et finalement, le rôle lui convient parfaitement. Et alors, on comprend aussi ce qui l'a poussé à prendre le rôle, c'est que le rôle de ce père qui a une fille toxicomane, elle renvoie aussi à la propre vie de Michael Douglas. Mais il n'en a pas beaucoup parlé, parce que c'est pas quelqu'un de très people, Michael Douglas, mine de rien. C'est ça qui est amusant, c'est que il a eu des rôles très outranciers, vraiment d'une façon planétaire, un succès planétaire. Hein. Basic Instinct, par exemple, ce sera le film le plus vu en 92. Hein. C'est vraiment le plus vu sur la planète, quoi. C'est le plus gros succès. Hein. Eh bien, quand il prend le rôle de Trafic, en fait, ça renvoie à sa propre histoire, parce que Michael Douglas a des enfants, et il a un fils qui s'appelle Cameron, qui est toxicomane aussi à l'époque, et qui est vraiment tellement toxicomane qu'il a même fait de la prison. Alors c'est quelque chose dont il n'a pas souvent parlé, il en a un petit peu parlé, parce que malheureusement les tabloïds se sont jetés là-dessus, et puis forcément, à un moment, on ne peut plus le cacher. Donc il avait un fils qui était assez âgé, mais qui s'en est sorti après, hein, avec beaucoup de courage, de conviction, et puis son père l'a toujours aidé aussi pour qu'il s'en sorte. Donc finalement, il y a une sorte de bienveillance chez lui qui était la même de Kirk Douglas pour ses propres enfants. Hein. Et c'est voilà, donc je pense qu'à chaque fois qu'il choisit un rôle, il y a quand même quelque chose de personnel. Je pense qu'il prend pas des rôles par hasard, il tourne pas pour tourner. Je pense que voilà, je pense toujours à une réplique de Nicolas Cage. Parce que Nicolas Cage, bon, c'est vrai que ça fait quand même 20 ou 30 ans qu'il enfile quand même les nanars de première. Et un jour, on lui dit, mais je me souviens plus quel journaliste lui a dit, mais vous lisez pas les scénarios? Il fait, non, je contresigne le chèque. Ah ben voilà. Et en fait, non, il dit, j'ai pas besoin de lire le scénario. Bah après, je pense que c'est pas pour défendre Nicolas Cage, mais il était un peu dans le même syndrome aussi que De Niro, c'est qu'il y avait une histoire d'endettement et qu'il fallait tourner, Oui. tourner. Mais c'est vrai que Nicolas Cage, c'est comment dire, je pense qu'il va y avoir des livres qui vont être écrits sur la carrière de Nicolas Cage de ces 20 dernières années uniquement. C'est-à-dire les films assez compliqués à avoir quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Mais bon, là, on est passé à autre chose. Mais revenons à Michael Douglas. Juste, je répète, Michael Douglas, un acteur au travail, c'est édité chez Entremise, pardon. Une dernière question, et là, qui prouve bien qu'il n'y a pas de conducteur à cette émission, parce que c'est un bazar ordonné. Je voudrais revenir sur Basic Instinct, parce que tu as dit au début de l'émission qu'il dégageait quelque chose qui était de l'ordre de la sexualité, et que c'était l'un des rares acteurs à avoir cet aspect-là. Quand on voit le film de Verhoeven, on a cette impression que je ne vois pas qui aurait pu jouer son rôle. Et est-ce que lui, il est conscient de cela? Alors, je pense que oui. Alors, ça a été un peu compliqué parce que Verhoeven, quand il a eu ce projet, bon, quand on est venu chercher Verhoeven, on savait quand même un peu qui on venait chercher. Il sortait quand même de 2 gros succès aux États-Unis. Faut rappeler que c'est un transfuge qui vient des Pays-Bas et qui faisait des films quand même très subversifs aux Pays-Bas. La première partie de carrière de Verhoeven, c'est quand même des films très, très subversifs, très trash, très voilà, qui vont assez loin quand même. Donc quand les Américains lui ont proposé Robocop et puis après Total Recall, qui a vraiment, ça a vraiment été 2 gros succès. C'est quand même un cinéma très subversif, politiquement incorrect, là pour le coup, très violent, hein, très sexuel. C'est que c'est quelqu'un qui a une vision du rapport entre les hommes et les femmes qui est assez brutale. Ouais, c'est pas Emmanuel Mouret, quoi, Paul Verhoeven. Non mais tu peux pas prendre cet exemple-là, c'est pas possible. Oui, mais c'est tellement amusant, j'ai pas pu résister. Non mais
on sent bien que c'est vraiment quelqu'un, voilà, c'est du brutal. Bon. Ouais, et donc, quand il tourne, mais je n'ai rien contre Emmanuel Morin, hein, j'aime beaucoup ses films. Moi non plus, j'adore même. J'ai même Oui. consacré une émission sur Voilà, Emmanuel Morin. j'adore ces films. Non, c'est vrai, mais c'était amusant, quoi. Mais quand on lui propose Basic Instinct, tout de suite, il voit le potentiel du truc. C'est-à-dire, il voit un bon thriller, parce que c'est vrai que le thriller fonctionne bien, qui est un peu le même canevas qu'un film qu'il avait fait avant, qui s'appelait Le Quatrième Homme. Dans Le Quatrième Homme, c'est un écrivain qui est pris un peu dans les raies d'une femme fatale. Bon, là, c'est un policier, mais c'est un peu le même principe. Donc, il voit bien ça, il voit le potentiel qu'il peut tirer de ça, et il voit surtout qu'il peut faire un film très audacieux, très sulfureux, qui va très loin dans la mise en scène. Et c'est vrai qu'il a toujours expliqué que ces scènes, les scènes d'amour du film, qui sont des scènes de sexe, hein, ont été extrêmement bien écrites, qu'il les a complètement storyboardées, et qu'il n'a jamais pris en traite ses acteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a eu Michael Douglas et Sharon Stone, qu'il a eu beaucoup de mal à imposer, hein, parce que lui était persuadé que ce serait Sharon Stone. Il voulait Sharon Stone. Alors, il a toujours expliqué il voulait absolument Sharon Stone parce qu'elle avait joué aussi sous sa direction dans Total Recall. Et il expliquait qu'il y a une scène qui a fait qu'il a compris que c'était Sharon Stone pour ce rôle. C'est la scène où Schwarzenegger la tue. Hein, elle fait la femme de Schwarzenegger. Et puis à un moment, voilà, elle essaye de le séduire et en même temps, elle est prête à le tuer. Et il a vu finalement dans le regard de cette femme à la fois la détermination, le machiavélisme, la tendresse, la sensualité, la tristesse, la mélancolie. Et il a vu passer tout ça en un seul regard. Et il s'est dit finalement, c'est ce visage-là que je veux pour le personnage de Catherine Tramell, qui est une femme qui est à la fois attendrissante, attachante, mais dangereuse, qui est une femme qui est éminemment sexuelle, mais en même temps qui est extrêmement sensuelle et romantique et mélancolique, et qui a tout ça en elle. Et il a eu beaucoup de mal à imposer cette actrice, parce que effectivement, Michael Douglas, au départ, il dit, bon, moi j'y vais, hein, Basic Instinct, ça m'intéresse, je prends le rôle, alors qu'il avait été proposé à d'autres réalisateurs, d'autres acteurs qui avaient refusé. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un rôle quand même assez fort. Lui, il voulait. Par contre, il a dit, moi, en face, je veux une actrice qu'on appelle de catégorie A aux États-Unis. C'est une star, quoi. Donc, elles ont toutes été contactées. Hein. Michelle Pfeiffer, Gina Davis, enfin, voilà, toutes les actrices, Julia Roberts, toutes les actrices de l'époque, Meg Ryan et compagnie, Debra Winger, et tout ont refusé. Tout ont refusé parce que c'est vrai que les scènes étaient tellement torrides, tellement inhabituelles aussi pour un film de ce statut, hein, que la seule qui a accepté, c'est Sharon Stone. Et en même temps, il a expliqué à ses acteurs en disant, voilà, moi, je vais vous filmer comme ça. Dans ce plan-là, on verra ça. Il faudra que vous fassiez ça. Ça a vraiment été réglé comme une chorégraphie. Donc les scènes d'amour, voilà, les scènes de sexe du film qui sont très importantes, puisque c'est Hitchcock qui disait il faut tourner les scènes d'amour comme des scènes de crime, et les scènes de crime comme des scènes de meurtre comme des scènes d'amour. Là, en fait, on a les deux. Hein, dans le film de Verhoeven, ce qui est étrange, c'est qu'elles sont tellement imbriquées que les scènes de sexe sont en même temps des scènes de menace. C'est-à-dire qu'à la limite, le spectateur forcément profite du spectacle, donc, mais il a en même temps l'angoisse, la menace d'un meurtre, l'angoisse qu'il se passe quelque chose, ce qui met en porte-à-faux finalement les désirs du spectateur. Et voilà, moi je pense que tout de suite il a vu le potentiel qu'il pouvait tirer d'un tel film. Et c'est vrai que c'est quelque chose vers lequel on n'était pas allé forcément. Michael Douglas, un acteur au travail, c'est édité chez Entremise. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur le site de la maison d'édition et de la page dédiée au livre si vous voulez, vous le procurez. Et comme je le dis toujours, hein, on a parlé de 0,001% de ce qu'il y a dans le livre. Donc, allez-y, je vous y invite. Merci beaucoup, Dominique,
d'avoir pris le temps de revenir sur ce livre, sur la carrière de Michael Douglas. Je mets pas un point final, hein. Tu es le bienvenu, tu reviens quand tu veux avec un autre projet, ça sera avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup, Samir. Ça a été un plaisir. Merci. À très vite, générique. Au revoir, merci. Arrive in the canyon, that's where I long to be with my three good